Donc, à mon tour, un grand merci pour cette invitation et je remercie Nza pour m'avoir confié ce sujet d'actualité. Et justement, c'est un sujet d'actualité, du coup, il y a tellement de littérature publiée et on va le voir, c'est très hétérogène et parfois c'est un peu difficile d'extraire des choses homogènes et des messages intéressants, ou en tout cas homogènes à véhiculer. Alors, juste pour rappeler que ce virus, c'est d'abord un virus respiratoire, et donc l'atteinte respiratoire est de loin la plus fréquente, et que c'est clair qu'il y a d'autres organes qui peuvent être touchés, dont bien sûr le système nerveux. Alors, j'aimerais bien insister que, au-delà, bien sûr, que c'est un virus qui a entraîné, qui a un impact sanitaire majeur, c'est surtout sa transmissibilité extraordinaire par rapport aux autres virus qui fait qu'il y a eu tellement d'atteintes, plusieurs millions d'atteintes, et c'est important de connaître cette épidémiologie parce que la fréquence calculée des atteintes neurologiques va nous donner une idée globalement sur le fardeau que pourrait représenter une atteinte neurologique par rapport à une autre. Alors, je commence un petit peu par la première série de Wuhan qui avait décrit un petit peu les caractéristiques des atteintes neurologiques, toutes topographie confondue, et on voit clairement la distinction qui sortait d'emblée, l'atteinte neurologique centrale, périphérique. Alors si on voit un petit peu les atteintes globalement, il y a deux aspects qui sortaient. D'abord, il y avait des manifestations qui n'étaient pas du tout spécifiques initialement, avec surtout des atteintes décrites au cours des Covid sévères. Alors, par la suite, bien sûr, si on veut voir un petit peu la littérature, il y a plusieurs dizaines de milliers actuellement de publications et la qualité parfois, certainement il y a des articles de très bonne qualité, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de case reports, beaucoup de petites séries. On sait que l'intérêt scientifique de telles procédures n'est pas toujours très intéressant. Il y a peu d'études qui ont eu une conception prospective, et en tout cas, ça a été plus ou moins, il y avait des façons un petit peu de s'organiser pour pouvoir donner des éléments intéressants, tels que des organisations consortium ou des registres. Alors, aussi, par rapport à la pandémie, il y avait toujours des difficultés parfois d'obtenir des examens paracliniques intéressants, notamment l'EMG au lit du malade, au milieu de réanimation, faire des études histologiques. Et donc, du coup, il y avait un manque d'éléments très importants, de telle façon que pour bien décrire les manifestations neurologiques, il y a une grande variabilité de fréquences et ça peut aller par exemple de 2% lorsqu'on parle de syndromes tels que neuropathie ou myopathie, jusqu'à 80% si par exemple seulement les symptômes sont considérés tels que des paresthésies ou des myalgies par exemple. Alors, un autre élément qui est important à considérer, j'aimerais bien insister là-dessus parce que c'était une infection nouvelle et donc finalement la plupart des manifestations des atteintes étaient considérées sur un seul lien temporel, c'est que la cause précédait l'effet, ça veut dire les patients qui avaient une infection lorsqu'ils faisaient une manifestation neurologique, on l'a rattaché à cela. Il y a pas mal de coïncidences dans ce genre d'approche, ça c'est clair, et je vous rappelle un petit peu les critères de Bradford de Hill, qui sont des critères assez complexes pour parler d'une causalité et pour éliminer les coïncidences. Alors, de toute façon, j'ai essayé un petit peu de faire un récit synthétique et de voir quelles sont les différentes atteintes neurologiques qui sont décrites au cours de l'infection Covid. Alors, on a une petite expérience particulièrement par rapport au syndrome de Guillain-Barré dans notre service. Je vais partager avec vous un petit peu les résultats, essayer de les comparer à la littérature. Et puis, les vaccins, la vaccination, je vais seulement toucher un mot chaque fois que c'est possible, mais je ne vais pas faire une lecture large par rapport aux atteintes du système nerveux périphérique suite à la vaccination anti-SARS-CoV-2. Alors, globalement, quels sont les différents mécanismes physiopathologiques par lesquels le nerf périphérique pourrait être touché. Alors, la première, c'est que lorsque le nerf, on a une manifestation neurologique qui accompagne le processus infectieux, on pourrait suggérer une neuro-invasion directe du nerf périphérique. Il faut dire que c'est une situation qui est exceptionnelle, en tout cas pas validée. Alors, la deuxième situation, c'est peut-être la plus, je dirais pas la plus fréquente, mais où la relation, la responsabilité assez retenue, c'est le mécanisme dissémin. Ça veut dire qu'il y a un starter, un trigger infectieux, et puis un déclenchement du système auto-immun qui va entraîner des manifestations neurologiques. Et le prototype ici, c'est le syndrome de Guillain-Barré, par exemple. Alors, une situation qui donne
probablement, le ratio le plus fréquent des atteintes neurologiques, c'est tout ce qui est associé aux unités de soins intensives au milieu de réanimation, et particulièrement chez des personnes qui sont ventilées en position ventrale, parce que ça améliore la ventilation chez des patients lourdement touchés sur le plan respiratoire, et ça pourrait exposer à des complications spécifiques à ce genre de ventilation. Alors, bien sûr, il y a d'autres mécanismes. On sait que souvent, c'est des personnes qui ont un diabète, et donc il y a des neuropathies diabétiques sous-jacentes, parfois le rôle des médicaments, etc. Alors, juste pour donner une idée sur le spectre, un petit peu sur la prévalence, j'ai choisi le registre français sur à peu près 259 patients. Donc, il y avait entre 10 et 15% d'atteinte du système nerveux périphérique. Et donc, si on voit un petit peu dans les détails, il y avait des atteintes liées au contexte de la réanimation, dont des syndromes assez spécifiques tels que le syndrome de Tapien, on va en parler. Il y avait des syndromes de Guillain-Barré. Donc, on peut se dire que peut-être que l'atteinte du système nerveux périphérique intéresse 10 à 15% lorsqu'on n'a pas de biais de sélection. Alors, le syndrome de Guillain-Barré, c'est quand même, on va dire, l'entité plus ou moins la plus homogène qui a été décrite. Alors, initialement, il y avait quelques case reports décrits, puis cette première, on va dire, étude qui a essayé de recenser 42 cas de la littérature, et déjà, il y avait des éléments pertinents à retenir, tels que la grande fréquence, par exemple, de la forme démyélisante. Et la première question, les deux premières questions qui ont été posées lorsqu'il y avait de ce genre de patients, quelle était la force d'association entre cette maladie, en fait, ce syndrome qui est le syndrome de Guillain-Barré, qui est une pathologie quand même redoutable, avec une pathologie très fréquente qui est la Covid-19. Donc les gens avaient peur, s'il y avait une relation, une causalité très importante, ça aurait donné lieu à des atteintes très fréquentes. Et puis deuxième chose, est-ce que le syndrome de Guillain-Barré lié à l'infection Covid pourrait donner lieu à des particularités ou des patterns particuliers sur le plan sémiologique ou évolutif? C'était les deux questions que je vais essayer de répondre par rapport à ça. Alors, la première des choses, est-ce qu'il y a un lien? Là, on se rappelle tous de cette première publication de Brain, où une équipe des Royaumes-Unis n'a pas retrouvé d'association sur une logique de comparaison des syndromes de Guillain-Barré par année. Et ça a donné lieu à pas mal de replays parce que d'autres équipes n'étaient pas d'accord par rapport à la lecture qu'on a faite par rapport aux chiffres obtenus. Par la suite, bien sûr, il y avait pas mal d'autres publications qui finalement, ils ont retenu qu'il y a une association, certes pas très importante, mais en tout cas, elle est bien réelle. Alors, dans notre contexte, nous, on avait au total 8 syndromes de Guillain-Barré, c'était en 2020, et on a essayé de voir, par exemple, entre 2018, 2019 et 2020, et on était un petit peu avec globalement le même chiffre, c'est-à-dire il n'y avait pas d'augmentation des syndromes de Guillain-Barré, même pendant la pandémie, mais ce qui est intéressant, c'est que sur les 8 cas, 6 étaient liés quand même au SARS-CoV-2, ça veut dire que le SARS-CoV-2 induit des syndromes de Guillain-Barré. Les autres agents infectieux, il y a une réduction de leur responsabilité probablement à cause des mesures barrières qui ont été utilisées, qui font que les agents infectieux par voie respiratoire ou par voie digestive, tels que le campylobacter et le CMV, a été réduit de façon importante. Donc la lecture qu'on pourrait faire à ça, c'est qu'il y a bien évidemment une association, certes pas très importante, mais que les autres agents infectieux, ils étaient nettement réduits de par les conditions associées à la pandémie. On a eu 2 syndromes de Guillain-Barré post-vaccinaux, mais il n'y avait pas de particularité. Alors, j'ai essayé de faire la comparaison, souvent faite par rapport au virus Zika, qui entraînait beaucoup de syndromes de Guillain-Barré sur quelques dizaines de milliers d'infections Zika. Il y avait quelques centaines de syndrome de Guillain-Barré, ce qui ont fait un risque très important qui était à 1,23%, ce qui était énorme. Et la crainte était, est-ce que le SARS-CoV-2 aurait donné les mêmes chiffres? Ça aurait été catastrophique par rapport à la pandémie qui a entraîné l'infection SARS-CoV-2. Alors, si on voit un petit peu les caractéristiques, et ça c'est des données issues, on va dire, des 3 grandes cohortes qui ont été décrites de syndrome de Guillain-Barré associés au SARS-CoV-2, souvent c'est des patients, bien sûr, qui ont une infection respiratoire qui précède. L'âge moyen, il y a
peut-être deux pics d'âge, 55 ans, et un pic aussi vers l'âge de 25 ans. La prédominance masculine était rapportée dans la plupart des cohortes. L'intervalle de temps moyen était de 13 jours avec des extrêmes. Généralement, on accepte jusqu'à un mois, en tout cas sur les données publiées. Alors, si on voit un petit peu les aspects sémiologiques, le début sensitivo-moteur classique ascendant dans 75% des cas. Dans 10% des cas, il y avait des syndromes de Miller-Fisher et d'autres phénotypes incomplets, et puis d'autres variantes dans 15% des cas. Alors, les patients avaient une atteinte respiratoire qui n'était pas liée à l'infection, mais plutôt au syndrome de Guillain-Barré dans 20% des cas, et les séries ont rapporté 20% de dysfonctionnement autonome, et donc finalement, c'est des chiffres qui sont globalement similaires à ceux rapportés pendant l'ère pré-Covid. Alors, si on voit un petit peu la paraclinique, alors l'EMG montre que dans on va dire les 2/3 des cas, c'est une forme d'émisante aiguë classique. Dans 20%, c'est des formes axonales, et puis d'autres variantes dans 20% des cas. Le LCR montre une dissociation albuminocytologique dans 75% des cas, et il n'y avait pas d'infection, il n'y avait pas de PCR positive retrouvée dans le LCR, ce qui est une donnée qui est tout à fait logique et compréhensible. Alors, par rapport au bilan auto-IMA qui a été fait, là aussi, il y avait peu d'auto-anticorps antigangliosides qui ont été retrouvés dans les séries. Alors, j'avais trouvé dans les syndromes de Miller-Fisher que même dans ce syndrome, les anti-GQ1B étaient rarement positifs, ce qui était un peu une particularité par rapport à ces anticorps qui, on sait qu'ils sont très souvent, dans 90% positifs au cours de cette entité. Et là aussi, c'est des choses qui, on va dire, qui rejoignent la littérature avant Covid par rapport aux autres agents infectieux. Rajoutons à cela que les traitements étaient similaires, il n'y avait pas de particularité. C'était les immunoglobulines qui étaient de loin les plus utilisées. Alors, pour le pronostic, alors il y avait quelques éléments qui étaient un petit peu disparates. Alors, il y a certaines équipes qui ont retrouvé quand même un pronostic un peu plus défavorable que le commun du syndrome de Guillain-Barré, mais d'autres, ils ont retrouvé que le pronostic est le même, voire même certaines équipes qui parlent de pronostic peut-être bien meilleur que les autres agents infectieux. Alors là, c'était juste notre série avec les 8 cas qu'on a eu, globalement, une prédominance masculine. Alors, souvent, l'atteinte respiratoire n'était pas très importante, avec quand même 2 ou 3 qui étaient asymptomatiques, et puis c'était la forme généralement tétraparésie ascendante. On avait un cas où il y avait un chevauchement avec un syndrome cérébelleux associé. Sur le plan paraclinique, tous les patients avaient pratiquement un Brighton niveau 1 ou 2 par rapport à la confirmation de diagnostic. Alors chez le patient, on avait fait les anti-GQ1B chez le patient qui avait une sémiologie cérébelleuse associée qui était négative. Les patients ont reçu les immunoglobulines. On avait quand même une évolution qui nous semblait assez nettement favorable, parce que sur les 8 patients, ils avaient gardé un ranking 0 à 1, ça veut dire qu'ils étaient pratiquement asymptomatiques ou avec des symptômes qui n'entraînaient pas de gène fonctionnel. On s'est dit, est-ce que le pronostic n'est pas meilleur par rapport à nos cas de Covid, nos cas de Guillain-Barré avant Covid, mais bien sûr, c'est une donnée à prendre avec beaucoup de précautions parce que la série quand même n'est pas très importante. Alors, parlons un petit peu des atteintes directement induites par le virus. Et là, je vais être beaucoup plus rapide. On sait que l'anosmie est très fréquente. Ça a donné lieu à des interprétations que le virus pourrait emprunter le nerf olfactif vers le système nerveux central, surtout qu'il y avait des publications, par exemple, d'atteinte de bulbe olfactif. Mais par la suite, si on voit un petit peu les patients, ils s'améliorent très nettement et que les données par la suite n'ont pas confirmé qu'il y a un neurotropisme important de ce virus, heureusement d'ailleurs, et que les différentes hypothèses, c'est probablement que le virus induit un dysfonctionnement des récepteurs périphériques et puis de certaines cellules, des cellules de soutien des nerfs. Et lorsqu'on a une desquamation de ça, il y aura une amélioration. Mais il faut dire que certains patients, bien sûr, gardent quand même une anosmie. Mais en tout cas, l'atteinte directement virale reste quelque chose, en tout cas, de très controversé, pas du tout retenu à l'état actuel des choses. Alors, l'atteinte des nerfs crâniens, le nerf facial, c'est a priori un nerf qui est 2 à 3 fois plus touché par rapport à l'ère pré-Covid. Ça a été rapporté dans pas mal de publications. Et si on voit aussi les autres nerfs, pratiquement tout a été rapporté
comme atteinte du nerf crânien, mais c'est à travers des case reports, des petites séries. On peut avoir des pertes brutales de l'audition par une atteinte du nerf cochléaire. On peut avoir par exemple des atteintes du nerf trijumeau, mais là aussi c'est des choses qui sont très rares, voire même des atteintes de plusieurs nerfs crâniens et des formes qui peuvent mimer par exemple de syndrome ou même des formes particulières du syndrome de Guillain-Barré, telles que cette publication, une paralysie faciale bilatérale avec des paresthésies. Alors, bien entendu, la fréquence réelle de ce genre de manifestation est très difficile à estimer dans la mesure où, par exemple, une paralysie d'un nerf crânien ne va pas donner toujours lieu à la recherche systématique de l'infection Covid. Donc, il faut retenir que ça existe. Il y a des atteintes des nerfs crâniens, mais donc, on va dire la prévalence et la fréquence exacte est difficile à estimer pour les raisons qu'on avait décrites. Alors, des syndromes de Parsonage et de Turner, ça a été décrit par l'infection Covid et peut-être, ça m'a plus intéressé par la vaccination anti-Covid. J'avais l'impression de trouver beaucoup plus de cas Parsonage-Turner suite à la vaccination que des cas liés à la Covid. Et ce qui est curieux, c'est que 90% des cas Parsonage et Turner post-vaccinal, c'est sur le membre supérieur où il y a eu le vaccin. Donc c'est quand même intéressant. Certains patients parfois décrivent des douleurs un peu bizarres après la vaccination. Est-ce qu'il faut faire un lien éventuellement par rapport à ça ou pas? Alors, les mononeuropathies multiples, là c'était une série qui avait décrit quand même 11 cas sur 69 cas Covid sévères, mais les auteurs, ils ont supposé un mécanisme vasculaire, mais il n'y avait pas d'histologie faite, en tout cas, une vraie vascularite du nerf, c'est peu ou pas rapporté en tout cas au cours de l'infection Covid, et il semble que c'est plutôt parfois des phénomènes thrombotiques qui peuvent donner lieu à des phénomènes vasculaires in situ, mais l'atteinte claire de la paroi vasculaire, en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas, en tout cas, certainement pas fréquente. Alors, les neuropathies et les myopathies dans le contexte de la réanimation, c'est des choses qui sont décrites. Ça, c'était la première série qui a rapporté cette faiblesse, on va dire, dans le contexte de la réanimation. C'était 12 cas parmi 225 cas en unité de soins intensifs. Il y avait 4 cas avec un tableau plutôt de polyneuropathie, c'était une polyneuropathie axonale sensivomotrice, et puis 7 cas sous forme de myopathie avec un tableau typique de tétraparésie respectant la face, et bien entendu avec un aspect biologique et électrophysiologique typique, une bonne récupération, donc finalement pas de particularité. Alors les auteurs, ils ont essayé de comparer avant l'ère pré-Covid, ils ont retrouvé qu'il y a peut-être moins de ce genre de complications, a priori parce qu'il y a une surmortalité liée à la Covid et donc un certain biais de sélection. Alors, lors de la ventilation position ventrale, certains nerfs peuvent être comprimés. Et là, c'était la première publication qui avait rapporté ce constat, qui est très fréquent d'ailleurs. Alors, c'est certains sites qui sont classiques, mais ce qui est intéressant, c'est que parfois le nerf grand hypoglosse peut être touché parce que des patients intubés et mis en position ventrale, souvent, parfois le centre d'intubation peut comprimer le nerf grand hypoglosse, parfois même en association avec le nerf vague. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Tapia. C'est des choses, d'autant plus que les patients ils ont une vulnérabilité de par leur diabète et leur obésité. Rapidement, les neuropathies à petite fibre, je dirais que c'est un chapitre intéressant parce que ça semble être une situation relativement fréquente, que ça soit pendant la phase aiguë, que ça soit au cours de la phase, on va dire, chronique chez les patients qui ont un long Covid, et ça pourrait être le support de certaines manifestations qu'on voit chez les patients qui ont un long Covid, telles que des paresthésies ou des douleurs un petit peu pas systématisées que cela. Ça a été décrit aussi comme étant ayant une origine, on va dire, post-infectieux, avec parfois des thérapeutiques de type immunoglobuline ou corticoïdes qui peuvent marcher sur ce genre de situation. Alors, voilà, donc c'était ce que j'ai essayé un petit peu de décrire à travers cette présentation, c'est que les atteintes du système nerveux périphérique en général, numériquement parlant, c'est surtout la situation associée à la réanimation, avec les classiques neuromyopathies en milieu de réanimation, et puis les phénomènes d'entrapement chez des patients ventilés en position ventrale. Alors, les atteintes du système nerveux périphérique directement liées à la neuroinvasion virale, c'est quelque chose
qui n'est pas, en tout cas, retenu. Il n'y a pas d'argumentaire, d'évidence scientifique intéressante pour retenir cela. Et puis, peut-être, les choses qui doivent être retenues, le syndrome de Guillain-Barré, un surrisque modéré d'avoir ça associé au virus SARS-CoV-2. Il ne semble pas de particularité ni clinique ni évolutive par rapport à ce constat-là. Et puis, les neuropathies à petite fibre, c'est quelque chose qui mérite quand même une attention particulière parce que si ça se confirme avec les études, ça pourrait constituer un autre fardeau supplémentaire par rapport à la pathologie, dans la mesure où il y a pas mal de patients qui peuvent garder des symptômes de type Covid long. Et je vous